Bonsoir à tous et à toutes. Hop. N'hésitez pas à m'indiquer si le son est trop fort, pas assez fort. Voilà, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez me dire si c'est trop fort ou pas. Alors, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau live comme tous les mercredis. Vous êtes habitués maintenant. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler d'un grand dramaturge de l'histoire de la littérature française qui, je pense, a chapeauté toutes nos carrières scolaires avec plus ou moins de succès. Il s'agit de Molière. Pourquoi j'avais envie de vous parler de Molière aujourd'hui? C'est parce que, étant une grande fan de théâtre, je pense compliqué de parler de théâtre sans m'attarder à un moment sur Molière. Donc voilà. Alors pour commencer, qui est ce monsieur Molière? Donc pour commencer, on va dire que son vrai nom c'est Jean-Baptiste Poquelin. Donc P-O-Q-U-E-L-A-I-N. J'espère que je me trompe pas. Normalement j'ai potassé mon sujet avant. Hop, attendez que je vérifie que c'est bien ça parce que bon, il faudrait pas que je vous raconte des bêtises. Hop là. Oui, parce que j'ai des notes. Et ben c'est... non, c'est pas ça. C'était P-O-Q-U-E-L-I-N. Voilà. Donc Jean-Baptiste Poquelin. Donc Jean-Baptiste Poquelin, il est né le 15 janvier 1622. D'ailleurs, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Si quelqu'un veut s'amuser à calculer aujourd'hui quel âge il aurait, ce serait rigolo. Bon, personnellement, je vais pas essayer de le faire parce que je suis mauvaise en maths. Mais voilà. Donc, il est né en 1622. Et au départ, il n'était pas du tout destiné à faire du théâtre et à avoir la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. À la base, donc dans la société du XVIIe siècle en France, les métiers de chacun étaient décidés par transmission héréditaire, c'est-à-dire qu'on faisait le même métier que nos parents, généralement les pères, parce que les mères et les femmes en général ne travaillaient pas. Et dans le cas de Jean-Baptiste Poquelin, son père, il était tapissier du roi à l'époque. Donc c'était pas encore en 1622, est-ce que c'était déjà... je ne crois pas que c'était déjà Louis XIV, il me semble pas. Donc voilà, son père est tapissier du roi, donc une fonction assez haute à l'époque. Hein. C'est quelqu'un quand même d'influent. Et le problème, c'est pas un problème en soi, c'est que Jean-Baptiste, eh ben, il veut pas du tout faire ça, ça l'intéresse pas du tout. Et en fait, au début, il devient tapissier par obligation familiale, parce qu'il il n'a pas d'autre choix. Mais par la suite, donc, on va dire, quand il est en âge de décider de ce qu'il veut faire, eh bien, il choisit une autre voie et il décide d'essayer d'écrire ses propres pièces de théâtre. Ses premiers pas dans le monde du théâtre, ils se font à partir de 1643. Donc 1643 et 1622, ça veut dire qu'il a 21 ans. Donc il a 21 ans quand il crée sa première troupe de théâtre avec plusieurs de ses amis et notamment sa compagne qui restera sa compagne toute sa vie et qui s'appelle Madeleine Béjart. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler d'elle. C'est quelqu'un de très important dans la vie de Jean-Baptiste qui va l'accompagner et l'inspirer pour des rôles féminins durant toute sa vie.
Donc c'est à partir de là donc qu'il crée sa troupe. Cette troupe, elle s'appelle l'Illustre Théâtre. Et malgré tout, donc à cette époque, les troupes de théâtre sont très mal vues parce que comédien, c'est pas un métier qui est vraiment respecté dans la société, parce que les comédiens sont vus comme des gens qui par essence, ne respectent pas les règles de la religion catholique. Et du coup, par obligation, dès qu'ils choisissent cette voie-là, ils sont considérés comme vraiment des moins que rien, hein, on va dire le terme. Et ils sont d'office excommuniés, c'est-à-dire qu'ils sont comme, on va dire, renvoyés de la communauté catholique. Et ce qui fait que leur mort ne sera pas honorée par ce qu'on appelait à l'époque les derniers sacrements, c'est-à-dire voilà, le fait de s'assurer que l'âme du défunt parte au paradis. Et du coup, ça interdisait aussi à la personne d'avoir une sépulture décente à son décès. Sauf si, à sa mort, la personne reniait son métier de comédien et acceptait de renier cette fonction et embrassait, entre guillemets, la religion chrétienne. Bref. Donc, tout ça fait que donc, les comédiens n'ont pas bonne presse à l'époque de Molière. Et par beaucoup de tergiversations et surtout beaucoup de démêlés, on va dire, pécuniers, parce que vu que la voix de la comédie et la voix de comédien n'était pas celle choisie par son entourage à l'époque, c'est Jean-Baptiste lui-même qui est obligé de se débrouiller. Et voilà, il se débrouille très mal au début et il est obligé de faire faillite et même de faire un peu de prison pour cause de dettes impayées. Il fait, je crois que c'est 6 ou 8 mois de prison, donc à l'époque c'est énorme. Et du coup, voilà, donc il a vraiment un début difficile. Donc ça, la faillite, c'est 2 ans après la création de la troupe, donc c'est en 1645. Donc voilà, le passage en prison est très court, mais ça suffit quand même pour démotiver un peu Jean-Baptiste dans son entreprise. Et du coup, bon, il faut bien à un moment quand même qu'on accepte de le laisser sortir. Et quand il sort, il retrouve ses compagnons de route. Et il se laisse pas faire comme ça. Il dit bon bah voilà, on veut pas de moi, on va essayer de se faire connaître, mais en province. Voilà, il va il va faire des tours de chauffe dans toute la province française. Et ça va être pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1658 à peu près. Donc il va partir en province partout, que ce soit à Dijon, à Nantes, à Rennes, enfin dans toute la France. Et donc il va créer des pièces et se faire connaître du grand public avec sa troupe. Pour avoir une certaine renommée, mais qui est encore locale à l'époque. Hein. C'est très... Voilà, ça commence à venir, mais c'est pas encore ça. Donc pendant cette période-là, il observe surtout les gens, comment les personnes se comportent, que ce soit les personnes,
les gens de la classe laborieuse, on va dire, mais aussi les personnes un peu plus fortunées, avec un peu plus de pouvoir politique. Et du coup, ça va inspirer Molière dans, tout, dans toutes ses créations artistiques. Voilà, il va observer les gens. C'est un peu comme un sociologue. Et il va donc observer les gens pour créer ses pièces et les faire les plus réalistes possibles. Euh, Au départ, Molière aimerait bien faire de la tragédie. Donc à l'époque, donc on est au XVIIe siècle. Et à l'époque, le théâtre, il y a deux courants. Je pense que vous le savez, mais dans le théâtre, il y a deux courants. Il y a soit la tragédie, soit la comédie. Et de prime abord, Jean-Baptiste se sent plus à l'aise avec les tragédies. Enfin, en tout cas, euh, il, il, euh, il a plus de facilité avec les tragédies, mais il s'avère que le public est moins friand de tragédie que de comédie. Voilà, il se rend compte à force de ces tests, hein, de ces de ces différentes tournées en province, que les personnes, enfin son public en tout cas, en province, est plus friand de comédie. Et du coup, donc il faut bien un moment que ces tournées en province s'arrêtent, parce que bah, voilà, il faut quand même essayer de se rapprocher de la capitale pour avoir encore plus de portée, parce que c'est pas une nouveauté que tout se passe à Paris, c'est de longue date. Et du coup, on peut attester historiquement du retour de la troupe de Molière à Paris euh, euh, le 24 octobre 1658. Donc c'est voilà, après à peu près une dizaine d'années de rodage en province, on va dire, il revient à Paris et il en profite pour... Enfin, il en profite. Il est invité par le roi Louis XIV à se représenter avec sa troupe au Louvre. Et voilà, cette représentation, eh bien, elle va lui amener le succès, parce que bah, voilà, ses pièces plaisent. Et notamment, donc celle qui présente à ce moment-là, voilà, je crois que c'est les Précieuses ridicules. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou lu ou étudié. Donc les Précieuses ridicules, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce où des jeunes filles, qu'on appelle à l'époque les précieuses, parce que elles font partie d'une certaine élite, qui se réunissent en salon à l'époque et qui discutent de voilà, ce qui se passe dans la société, etc. Les différentes rencontres qu'elles font, etc. etc. Et en fait, on se rend compte que ces précieuses ridicules, eh ben, elles tournent la société en ridicule, c'est le cas de le dire. Elles se moquent voilà, des convenances, de l'ordre social, etc., etc. Et ce sera quelque chose de très présent chez Molière, que ce soit dans ses premières pièces ou dans la continuation de sa carrière dramaturgique, oui, plutôt. Et du coup, donc, ce succès fait que il est repéré par le roi notamment, que ce soit par le roi lui-même ou par sa famille. Le frère du roi était très friand de ses comédies, et du coup il est repéré, et du coup il va être soutenu financièrement par la cour. Et ça va faire que sa carrière va bondir, et ses pièces vont avoir voilà, un certain succès. Bon, évidemment, selon les pièces, le succès va être quand même teinté de pas mal de polémiques quand même, parce que bah, forcément les thèmes qui sont abordés, bah,
ils font un peu grincer des dents les personnes concernées. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des pièces qu'on connaît beaucoup aujourd'hui qui sont... qui aujourd'hui, même si on les lit avec plusieurs, on va dire, plusieurs siècles de, de retard par rapport à la création, on peut les considérer encore comme intemporels parce que les cibles favoris de Molière, qui est-ce que c'est? C'est les personnes avec du pouvoir, donc par exemple les nobles, les bourgeois, les médecins surtout. Il avait visiblement une dent contre les médecins. Euh, et aussi contre les gens qui profitent de leur position pour dominer les autres. C'est pour ça que les valets chez Molière sont souvent représentés comme plus malins que leurs maîtres. Par exemple, je vous cite par exemple les fourberies de Scapin, tout simplement. Moi personnellement, c'est la pièce de Molière qui me l'a fait découvrir. Je crois que j'étais en 4e à l'époque. Par exemple, dans cette pièce-là, donc on voit que le personnage de Scapin, qui est un valet, hein, il a un rôle principal parce que donc c'est lui le plus malin et le plus à même de servir les intérêts de ses jeunes maîtres face à leurs pères qui veulent leur faire épouser les personnes qu'ils veulent. Donc après ce premier succès, donc il va continuer à, à, à faire se développer sa troupe et son influence. Non sans d'abord se marier avec, avec sa compagne Madame Béjart. Il se marie en 1662, donc une fois que sa situation est stabilisée, il en profite pour se marier. Ensuite, donc si on va un peu dans une version chronologique un peu de sa vie, je vais essayer de vous citer les principales parce que sinon ça va virer en cours de français un peu lourd. Mais si moi je devais vous donner des pièces de Molière qui méritent en premier d'être découvertes, même si à mon avis vous en connaissez certaines, je dirais qu'il y a donc, les fourberies de Scapin, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, il y aurait l'Avare. Donc l'Avare, il est créé en 1668 et donc ça raconte l'histoire d'un père de famille qui s'appelle Harpagon et qui est avare, hein, comme le dit le titre, et qui veut par-dessus tout prioriser sa fortune au bonheur de ses enfants, quitte à leur faire marier des personnes dont ils ne sont pas amoureux et amoureuses. Il préfère avoir des dots très salées plutôt que de se préoccuper du bonheur de ses enfants. Donc voilà, c'est vraiment une pièce de Molière que je vous conseille. Donc elle a été créée en 1668, toujours à la cour de Louis XIV. Hein. Voilà. Après, une autre pièce qui est moins connue peut-être par rapport à l'ensemble de la carrière de Molière, c'est le Misanthrope. Le Misanthrope, c'est une pièce un peu plus, je ne vais pas dire dramatique parce que c'est pas le cas, mais disons qu'elle est un peu plus douce amère que toutes les comédies qu'on connaît de lui. Le Misanthrope, donc, elle a été créée que je regarde même, en 1666 et elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui en fait a été déçu en amour et du coup il est vraiment déçu non seulement des femmes mais aussi de tous les hommes
parce que il prétend que ces conquêtes ne sont jamais vraies dans leurs sentiments et que même les amitiés se rompent aussi vite qu'elles ont commencé. Donc voilà, c'est vraiment une autre pièce de Molière que je vous conseille. Après, je sais pas. Je pense que les pièces de Molière sont parmi les plus jouées quotidiennement. Enfin, tous les ans, je vois passer des représentations de Molière, que ce soit à Paris ou partout en France. Évidemment, je vous encourage fortement à les lire. Au-delà des lectures forcées dont on a eu droit quand on était à l'école. Mais je pense que la meilleure manière de découvrir du Molière, ça reste de les découvrir sur scène. Donc vraiment, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est d'essayer au maximum de découvrir ces pièces sur scène parce que on a l'apport, le jeu du comédien et des comédiens qui permettent, je trouve, de profiter à fond de ces pièces. Que si on resuit encore chronologiquement la vie de Molière, eh bien, après ça, donc après le Misanthrope que je vous conseille, on a une autre pièce qui est créée toujours sous l'égide du roi Louis XIV, qui va marquer profondément sa carrière. C'est le Tartuffe, ou Tartuffe tout court. Donc cette pièce, elle a été créée dans sa version définitive parce que il y a eu plusieurs réécritures. Cette pièce-là, elle a été créée en 1669. Donc pourquoi je dis que cette pièce, elle a été un tournant dans la carrière de Molière, c'est parce que cette pièce, donc, si vous la connaissez pas, c'est l'histoire d'un père de famille qui soucieux de respecter la bonne marche à suivre vis-à-vis de l'Église, fait venir chez lui un homme d'église qui s'appelle Tartuffe et qui en fait va se révéler être un escroc tout simplement. Et donc cette pièce-là, pourquoi elle a fait scandale à l'époque? Parce que oui, on peut vraiment parler d'un scandale. C'est parce que elle tourne en ridicule tout simplement la religion et l'Église. Et à l'époque de Molière, c'est exactement la chose qu'il ne faut pas faire, sous peine de se retrouver vraiment dans une situation compliquée. Parce que voilà, elle met vraiment en lumière des hommes d'église faux, fourbes, et qui n'hésitent pas à se servir du prétexte de la religion pour escroquer les gens et leur mentir. Voilà, donc ça a été vraiment un scandale sans nom parce que forcément à l'époque, donc on est en 1660, en 1669 et en 1669 forcément on est encore dans une monarchie absolue de droit divin. Donc pour faire un peu d'histoire, selon l'Église à cette époque, le pouvoir du roi descend directement de Dieu. Et du coup, se moquer de l'Église à cette époque, c'est vraiment insulter Dieu, mais aussi indirectement insulter le roi. Et donc, forcément, Molière, ça tire des problèmes. Mais cependant, le roi essaie quand même de... Enfin, il parvient quand même à faire plaisir à tout le monde parce que il reste le roi. Donc il convainc Molière de couper les passages
C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs versions de la pièce. C'est que donc elle a subi plusieurs coupures et plusieurs réarrangements avant d'être vraiment autorisée à être jouée dans la version qu'on connaît aujourd'hui, enfin qui est encore jouée aujourd'hui de temps en temps. Voilà, donc si ensuite, alors là on est en 1669, donc là ça a été vraiment une année charnière pour Molière parce que non seulement il est donc un comédien réputé et protégé par le roi, mais il s'autorise à vraiment mettre les pieds dans le plat, hein, comme on dit. Il n'a vraiment pas peur de vraiment parler des choses qui le dérangent. Mais j'allais dire, heureusement pour lui qu'il est protégé par le pouvoir en place parce que voilà, sinon il aurait eu beaucoup plus de problèmes. Donc, à partir de 1669 quand même, Molière il a intérêt quand même à calmer un peu le jeu. Du coup, il va arrêter un peu enfin, en tout cas, il va dans ses prochaines créations, il va changer de cible, même si l'Église restera voilà, son sujet de critique, on va dire, numéro 2, et il va trouver d'autres personnes et d'autres classes sociales à embêter pendant beaucoup de ses pièces. Donc surtout il va embêter les classes dirigeantes. Donc pas le roi directement, hein, parce que bon, faut quand même pas oublier, comme on dit, ne mords pas la main qui te nourrit. Mais il va surtout se moquer des bourgeois et aussi des nobles. Et par exemple, dans des pièces comme Don Juan ou Le Festin de Pierre, ou encore dans Le Bourgeois gentilhomme, c'est 2 pièces qui sont aussi importantes dans la carrière de Molière et qui vont faire que il va changer de cible. Donc si vous les connaissez pas, je pense que oui, mais si vous les connaissez pas, donc Don Juan, c'est l'histoire donc d'un noble qui a un défaut, c'est d'être un séducteur invétéré. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un t'es un Don Juan, c'est pas le meilleur compliment qu'on puisse faire à quelqu'un. Mais donc c'est un homme qui a pour seul but dans la vie de séduire le plus de jeunes filles possible, et quitte à se mettre encore en danger vis-à-vis des convenances sociales, et plus particulièrement de se mettre en danger vis-à-vis du côté chrétien de la chose et du côté sacré que représentent les unions matrimoniales à l'époque. Donc comme je vous ai dit, Molière, après Tartuffe, se calme un peu, mais en fait pas tant que ça, parce que la religion reste présente dans ses œuvres, même si elle n'est pas visée directement. Et donc Don Juan, dans toute la pièce, il multiplie on va dire, les injures au ciel, qu'on appelle aussi des sacrilèges, hein. Et à la fin de cette pièce, Don Juan fait l'offense de trop, puisqu'il se rend dans un cimetière où il a tué un commandeur, et il fait l'affront de vouloir, sur la tombe de ce dernier, qui a une statue de lui représentée, d'inviter la statue à partager un repas avec lui. Et bizarrement, la statue répond oui.
Donc au début, Don Juan est assez surpris et son serviteur Sganarelle, qui est dans la pièce, enfin interprété à l'origine par Molière lui-même. Donc je vous ai dit que les personnages de Valet chez Molière étaient les personnages les plus intelligents. Eh bien, c'est le personnage de Sganarelle qui est le plus prudent et le plus, voilà, on va dire le plus pieux de tous, et qui a peur vraiment de ce que Don Juan est en train de faire. Mais celui-ci n'écoute pas son valet, et lorsque le commandeur arrive chez Don Juan pour accepter son invitation à dîner, Don Juan multiplie les provocations vis-à-vis de la religion et du ciel. Et lors de la fin du repas, la statue du commandeur lui propose que Don Juan accepte lui-même une invitation à dîner. Et en fait, cette invitation à dîner, il s'avère que c'est par là que Don Juan finit par être englouti par les flammes de l'enfer. Et à force de provoquer le ciel par sa conduite libertine, et ben voilà, Don Juan finit par être châtié en enfer. Et seul reste le personnage de Sganarelle qui ne fait que pleurer son maître parce que il n'aura pas pu lui donner ses gages, qu'on appelle ses gages, c'est-à-dire son salaire de serviteur. Donc, encore une fois, la religion, enfin, en tout cas, la critique des hommes d'église reste quand même importante chez Molière, même après Tartuffe. Et voilà. Et la deuxième pièce importante qui va aussi assurer un certain succès à Molière, c'est le bourgeois gentilhomme, je vous en parlais tout à l'heure. Donc le bourgeois gentilhomme, elle a été créée en 1670. Donc là, on est vraiment, on va dire, on est dans la fin, oui, dans les dernières années de la vie de Molière. Et donc le bourgeois gentilhomme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un bourgeois qui souhaite devenir gentilhomme, enfin apprendre à devenir gentilhomme, mettre tout en œuvre pour être quelqu'un de distingué socialement. Et pour ce faire, il va mettre tout en œuvre, c'est-à-dire apprendre les bonnes manières, à bien parler, apprendre l'escrime, apprendre voilà, toutes les choses qui font un homme distingué à l'époque. Et Molière va en profiter pour voilà, se moquer de ces gens parvenus qui profitent de leur argent, parce que donc ce bourgeois, en fait, il se fait payer les services de beaucoup de professeurs pour mettre de la poudre aux yeux sur son propre statut. Et en fait, on se rend compte que cette élévation sociale, elle n'est que... voilà, elle est factice, parce que c'est une élévation que le bourgeois réclame, enfin, met en place lui-même par son argent. Donc voilà, c'est de cela dont Molière se moque. Par exemple, il y a une scène très célèbre de cette pièce, je pense que vous la connaissez peut-être. C'est une scène où donc le personnage principal, le bourgeois, joué par Molière d'ailleurs, il fait venir son professeur je crois que c'est le professeur de philosophie qui vient. Et donc le bourgeois a dans l'idée d'écrire des poèmes, en tout cas d'écrire quelque chose de joli. Et la phrase qu'il souhaite écrire, c'est, je sais plus, il parle à un personnage et il dit
Madame, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et il demande au professeur que cette phrase soit bien tournée. Donc au début, le professeur lui dit ah ben, si vous voulez, on peut écrire ça de manière un peu plus poétique. Par exemple, dire que la chaleur de ses yeux réduit votre cœur en cendres. Et le problème, du coup, le bourgeois l'interrompt et lui dit ah mais non, je ne veux pas de cette tournure-là, je veux exactement la phrase que je vous ai dite. Chère madame, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et du coup, le professeur au début le regarde et du coup, il lui propose bah, si vous voulez, on peut faire ça autrement. Et en fait, il inverse l'ordre des mots. Bon, je ne saurais pas vous le dire parce que je ne connais plus le texte par cœur. Mais par exemple, il dit on peut dire cher d'amour, vos, vos, vos feux me font yeux, marquise mourir. En fait, il inverse tout l'ordre des mots et c'est de là que vient le comique de la situation. Donc encore une fois, on voit que Molière n'a pas peur de se moquer de toutes les classes sociales, que ce soit les dirigeantes, les riches, mais moins les pauvres, parce qu'on se rend compte que Molière est quand même un peu comme Charlie Chaplin la dernière fois dont je vous parlais. Il est quand même plus souvent du côté de l'opprimé, plus du côté de David que du côté de Goliath, on va dire. Et du coup, voilà, on a ces deux pièces-là qui font état justement des convictions de Molière par rapport à l'ordre établi de son époque. Hein. Et justement, les pièces de Molière, elles ont quand même pour qualité d'être engagées sans pour autant être... on peut dire qu'elles sont insultantes pour l'époque, mais elles sont insultantes dans les yeux de quelqu'un des années 1670 et des brouettes, mais aujourd'hui, ça nous paraîtrait pas du tout insultant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, voilà, c'est pour ça que je trouve que les pièces de Molière ont quand même un côté très, on va dire, très intemporel, dans le sens où aujourd'hui, on a aussi des œuvres d'art qui mettent à mal un peu, qui questionnent l'ordre établi. Et c'est aussi pour ça que Molière est encore aujourd'hui étudié à l'école. Quoique je ne me suis pas tenue au courant des évolutions des programmes scolaires, mais j'espère quand même que Molière est encore étudié. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je pense quand même que ça restera toujours étudié dans le temps passant. Du coup, donc, je vous disais que la création du bourgeois gentilhomme, elle intervient quelques années seulement avant la mort de Molière. Et effectivement, cette mort, il faut bien qu'elle intervienne quand même. Et elle arrive le 17 février 1673. Faut que j'articule l'état. Donc, voilà, 17 février 1673. Et je vais profiter de ce live pour démonter une croyance qui est ô combien tenace sur Molière et sa fin de vie, qui est le fait de penser que Molière est mort sur scène pendant une représentation de sa pièce qui s'appelle Le Malade imaginaire, qui est la dernière pièce que celui-ci a créée. Mais en fait, c'est faux. En fait, donc cette pièce, d'abord, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte l'histoire encore d'un bourgeois qui s'appelle, je crois que c'est Argon, il me semble. Oui, parce que les prénoms des personnages sont très similaires. Voilà, ça dépend vraiment de la pièce, mais c'est quelque chose de très... c'est quelque chose de très répétitif. Ça peut être
Harpagon, Argon, voilà, il y a beaucoup de similitudes dans les prénoms. Et donc dans cette pièce du malade imaginaire, Molière se moque d'un père de famille qui, on va dire, qui est hypocondriaque, on appellerait ça hypocondriaque aujourd'hui. Il se croit atteint de toutes les maladies du monde et du coup, voilà, il passe son temps à faire des saignées, à prendre des médicaments, mais en fait, il s'avère qu'il n'a rien du tout, d'où le titre de Malade imaginaire. Et du coup, donc, on a encore un personnage de servante maligne, donc comme dans toutes les pièces de Molière, que ce soit les valets ou les servantes, eh ben, ce sont des personnages malins et intelligents qui, qui sont encore mis en importance par rapport à leurs maîtres qui sont considérés dans la pièce hein, comme benets un peu. Et, euh, et du coup, donc, ce malade imaginaire, non seulement il s'invente des maladies, mais en plus, il a dans l'idée de marier sa jeune fille, qui s'appelle, je crois, Angélique, euh, de marier sa fille à un médecin. Comme ça, il se dit que, voilà, vu qu'il aura un médecin à domicile, eh ben, il aura plus de soucis à se faire concernant voilà, la suivi de son état de santé général. Et donc dans cette pièce, vous l'aurez compris, c'est, on va dire, la profession des médecins qui en prend pour son grade. Comme je vous ai dit, Molière, il avait vraiment une dent contre les médecins parce que déjà, lui-même, dans sa vie personnelle, avait une santé très fragile. Bon, vous allez me dire, à l'époque, voilà, les normes et les découvertes de la médecine n'étaient malheureusement pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et on pouvait facilement décéder d'une maladie qui est aujourd'hui, enfin de maladies qui aujourd'hui nous paraissent bénignes ou guérissables par le biais, je ne sais pas moi, des antibiotiques ou des vaccins. Mais à l'époque de Molière, c'était pas du tout le cas. Et voilà, les espérances de vie et les morts étaient parfois très compliquées. Et voilà. Et pourquoi je vous parlais donc de cette pièce, c'est que euh, pourquoi je vous parlais aussi de ce on dit comme quoi Molière serait mort sur scène pendant le malade imaginaire, c'est que en fait Molière est très malade alors qu'il crée cette pièce, donc en 1673, il est malade quand il monte sur scène. Et vraiment, il est dans un état vraiment, c'est laborieux, quoi. Et, euh, et la pièce dure très longtemps parce que donc on a des pièces, donc la pièce, mais il y a aussi des ballets. À l'époque, il y avait aussi la présence de ballets musicaux et dansés dans plusieurs des pièces de Molière. C'est notamment le compositeur Lully qui à l'époque voilà, se charge de mettre en musique plusieurs des pièces de Molière, donc que ce soit le Malade imaginaire ou bien même le Bourgeois gentilhomme dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc ces passages de ballet dans les pièces font que celles-ci sont très longues. Et le chat a encore fait tomber quelque chose, décidément. Et donc ces pièces sont très longues du coup. Et donc Molière arrive tant bien que mal à jouer son rôle, mais en fait il s'évanouit à la fin de celle-ci, donc vraiment il perd connaissance, bon, malgré le fait que la représentation sera un succès, mais donc en fait c'est en quittant je crois que c'est le Palais du Louvre. En quittant le Palais du Louvre, Molière donc est évanoui et il meurt le soir même chez lui, dans son lit, voilà, des suites de sa maladie. Les historiens ont du mal à se mettre d'accord sur la cause définitive de son décès. J'ai fait quelques recherches, mais il n'y avait rien de définitif. Mais
Plusieurs historiens s'accordent à dire que Molière est mort soit d'une crise de foie, soit d'une petite vérole. Donc voilà, les historiens ne sont malheureusement pas d'accord sur la raison, sur ça, comment sur la raison définitive de sa mort. On va y arriver. Hein. Voilà, donc bon, heureusement pour nous, Molière a eu quand même le temps de marquer durablement l'histoire du théâtre français. Voilà, c'est vraiment un auteur que je vous conseille de découvrir ou redécouvrir, idéalement sur scène, évidemment, mais la première étape reste la lecture, même si je suis persuadée que dans votre cursus scolaire, vous avez eu le droit au moins à un Molière. J'espère pour vous que ça ne vous a pas dégoûté parce que malheureusement, quand j'en parle, beaucoup de personnes me disent qu'elles ont eu du mal à apprécier Molière et du coup, ça fait que toutes ces personnes-là ne s'y intéressent que très peu par la suite. Voilà, donc j'espère que pour vous, c'est pas le cas parce que c'est vraiment une œuvre globale que je vous encourage vraiment à découvrir parce que c'est vraiment un auteur qui était, on peut dire, en avance sur son temps, hein, soucieux voilà, de critiquer l'ordre social et les inégalités qui étaient présentes voilà, dans la société française du XVIIe siècle. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah oui, ensuite en parlant, je vous ai parlé de Molière en tant que tel, mais évidemment, Molière a été, il a marqué la postérité et voilà, aujourd'hui on le cite beaucoup dans les œuvres de fiction. Il a été beaucoup cité. Bah déjà, il y a beaucoup de représentations théâtrales qui sont faites de ces pièces. Hein, tous les ans et partout en France, on a des représentations de Molière, hein, tous les ans et tout le temps. Moi, personnellement, la dernière pièce de Molière que j'ai vue, je crois que c'était Don Juan, il me semble. Je crois que c'était au Théâtre du Nord à Lille. C'était une mise en scène de David Bobet, donc qui a fait sensation à l'époque. Ça doit être en 2023 que je l'ai vu, ou 2000... Oui, c'est ça, 2023, il me semble. Mais ensuite, donc, Molière, donc, il a été beaucoup, non seulement représenté, mais aussi, sa vie a fait l'objet aussi de plusieurs films qu'on appelle des biopics, c'est-à-dire qui racontent la vie de cette personnalité. Donc, ça a été le cas en 2007. C'est un film de Laurent Tirard, que je vous conseille d'ailleurs, et c'est l'acteur Romain Duris qui joue le rôle principal de Molière dans ce film-là. Et donc, dans ce film-là, on nous raconte la vie de Molière. À partir du moment où il revient de sa tournée en province, vous vous rappelez, je vous ai dit que le début de sa carrière, donc c'était un rodage en province. Et du coup, voilà, on part de ça. Et ensuite, on construit une rencontre qu'il fait avec un personnage important qui est joué par Fabrice Lucchini dans le film, qui s'appelle Monsieur Jourdain. Pourquoi Monsieur Jourdain? C'est parce que c'est un personnage récurrent chez Molière. C'est le nom de beaucoup de ces personnages bourgeois un peu stupides. Et du coup, donc, le personnage de Monsieur Jourdain dans le film va beaucoup bouleverser la vie de Molière et va l'amener à devenir le dramaturge mondialement connu qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce film-là, je vous le recommande très chaudement parce que voilà, il mérite d'être vu à mon humble avis. Mais c'est pas le seul film sur Molière qui a été fait. Il y a aussi Ariane Mnouchkine qui a fait un film sur sa vie. Je ne saurais plus vous dire de quelle année date ce film,
Mais voilà, notez-le dans un petit coin de votre tête. Ariane Nouchkine a fait un film sur Molière qui mérite aussi d'être vu, d'être découvert. C'est pas le même genre que chez Laurent Tirard. En fait, c'est un film qui respecte, enfin, qui suit moins les codes du cinéma moderne, qui est un peu plus, on va dire, un peu plus docu-fiction. Voilà, qui s'attarde un peu plus sur vraiment sa vie personnelle, un peu plus. Enfin, évidemment, il garde son métier de dramaturge en toile de fond, mais voilà, on s'attarde un peu plus sur sa psychologie et sur sa vie personnelle. Donc voilà, c'est un deuxième film que je vous conseille. Après, encore plus récemment, moi, personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais je pense le voir. Il y a un opéra, une comédie musicale qui a été faite il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en 2024 d'ailleurs, qui s'appelle Molière l'opéra urbain. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais voilà, c'est un peu dans la veine de toutes les comédies musicales qui ont vu le jour depuis une vingtaine d'années maintenant, voilà, qui racontent, je suppose, la vie de Molière. Je ne fais que supposer parce que je ne l'ai pas vu. Mais voilà, j'en ai entendu parler et j'en ai entendu dire du bien. Donc voilà, si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, que ce soit ici en live ou même dans les commentaires de la rediffusion YouTube, si jamais ce spectacle vous dit quelque chose, et ben n'hésitez pas à en parler. Voilà, si jamais vous voulez partager votre avis sur ce spectacle, parce que moi personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Même si il est sur ma liste de choses à regarder, parce que je crois que malheureusement, il ne joue plus actuellement. Donc voilà, écoutez, on arrive tout doucement vers la fin de ce live. Donc écoutez, je suis contente de l'avoir fait avec vous. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de redécouvrir Molière en tant que grand dramaturge, mais aussi homme un peu complexe qui qui n'hésitait pas, parce que maintenant, voilà, il va avoir du mal, mais qui n'hésitait pas à bousculer les codes de ses contemporains, mais qui, heureusement pour lui, était plébiscité, soutenu par le pouvoir en place, parce que sans ça, il n'aurait pas eu, je pense, la liberté de ton dont il a bénéficié durant une grande partie de sa vie de dramaturge. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ah oui, écoutez, je sais déjà ce que je vais faire pour le prochain live. Du coup, je vous avais parlé la dernière fois, durant mon dernier live, de mon idée de vous parler de mes lectures, que ce soit en cours, à venir. Voilà, faire une émission spéciale lecture, toujours en live sur Twitch, hein, le faire une fois par mois. Eh bien, vous savez quoi, je pense que la semaine prochaine, ce sera le cas, parce que en ce moment, on arrive, on va dire, oui, on est bientôt en février, mais en ce moment, je lis une saga, et du coup, je pense que je n'aurai pas le temps de terminer cette saga avant la fin du mois. Donc du coup, je pense que vous pouvez considérer que la semaine prochaine, on parlera de livres. Et donc, en janvier, j'ai lu quelque chose comme 7 livres, je crois. Donc, c'est sur ces livres que je vais pouvoir vous parler la semaine prochaine. Donc voilà, si jamais vous êtes comme moi féru de littérature, parce que voilà, lire plus de livres fait partie de mes résolutions 2026. Donc la semaine prochaine, on parlera de livres. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà, mettez le rappel sur Twitch. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu.
Et bah écoutez, on va se quitter, et je vous dis à très bientôt, donc à mercredi prochain, même heure, même endroit, pour parler de livres. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous à vous.